Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. L'actualité en principauté aujourd'hui, c'est bien évidemment le e-prix, avec la victoire d'Antonio Félix da Costa. Nous reviendrons sur cet événement dans ce journal. Puis nous parlerons football et de la bonne dynamique de l'AS Monaco en cette deuxième partie de saison. Le journaliste sportif Eric Huette nous livrera son analyse. Nous resterons dans le sport avec du basket et la Roca Team qui retrouve les parquets de Gaston Médecin dimanche en Jeep Elite. Et enfin, ce 8 mai correspond à la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Nous aborderons cela avec le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Mais avant cela, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne. Le e-prix de Monaco a été remporté aujourd'hui par Antonio Félix da Costa au terme d'une course jusqu'au bout du suspense. Résumé avec Frédéric Elion. L'orgueil du champion, vainqueur du championnat la saison passée, Antonio Félix da Costa n'avait pas encore remporté la moindre course cette saison. Le Portugais a rectifié le tir à Monaco sur un tracé mythique, en s'imposant au terme d'une course passionnante. Parti en pole position, le pilote DST Cheetah a livré une bataille acharnée avec Robin Fringe. Plusieurs dépassements et changements de leader entre les deux pilotes grâce à l'utilisation de l'attaque mode. Derrière, la lutte pour la troisième place concerne 4 pilotes, Evans, Gunther, Vergne et Rowland. Les cartes vont être redistribuées à 10 minutes du terme de la course avec l'abandon de René Rast qui percute le rail de sécurité et s'immobilise juste après Sainte-Dévote. La safety car fait son apparition. Au restart, il reste 5 minutes plus un tour. Le dernier tour est d'ailleurs épique et Antonio Félix da Costa réalise une manœuvre magnifique au freinage à la sortie du tunnel sur Mitch Evans pour prendre les commandes et l'emporter devant Robin Fringe. Evans sauve sa place sur le podium devant Jean-Éric Vergne. En partant respectivement 12e et 18e, la mission était compliquée pour les pilotes Rocket Venturi Racing, Norman Nato et Eduardo Mortara. Le Suisse réalise une des plus belles remontées de la course pour terminer finalement 13e devant son coéquipier 14e. Très frustrant comme journée, surtout après des qualifications un peu difficiles. En essai libre en plus ça s'était bien passé, du coup moi j'étais assez optimiste en fait pour la qualification. On n'a pas réussi à mettre les pneus en température et malheureusement ça nous a causé une mauvaise qualif. Et après en partant derrière ici c'est toujours difficile, mais on était remonté 11 et le dernier tour il y a eu des contacts et donc forcément on a perdu. J'ai tenté en fait d'essayer de doubler en fait de 3 personnes devant moi pour essayer de grappiller de 3 points. Malheureusement, ça s'est mal passé, mais bon, c'est comme ça. C'est frustrant parce que sincèrement, là, en qualif, quand tu fais qu'un dixième de la Superpole et que secteur 1, t'en laisses déjà que 4, on avait clairement le rythme, si avec une FP1, une FP2 un petit peu normale, sans cette crevaison de ce qui s'est passé, pour aller jouer clairement la Superpole et voir mieux. Donc là déjà c'était un petit peu frustrant, mais on a limité les dégâts comme je dis. Après tu sais que quand tu pars aux alentours de P10 en Formula I, bon déjà en général dans toutes les catégories, mais en Formula I tu sais que c'est chaud. Et bah, ça l'a arrêté et j'ai payé le prix direct après virage 1, donc un peu dommage. Avec cette victoire, Antonio Félix da Costa remonte à la 4e place au classement pilote. Robin Fringe devient leader avec 62 points. Sport auto toujours avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra, on débute avec de la Formule 1 et le Grand Prix d'Espagne. Bonsoir Émilie, on revient sur les essais qualificatifs de ce samedi à Barcelone sur le circuit de Catalogne. Charles Leclerc partira en 2e ligne, en 4e position pour ce 4e rendez-vous de la saison en Formule 1. Lewis Hamilton réalise quant à lui la tant attendue 100e pole position de sa carrière. Juste derrière lui, la Red Bull de Max Verstappen. Puis, juste devant Charles, en 3e position, on retrouvera Valtteri Bottas. L'autre Ferrari se classe 6e. Le départ du Grand Prix d'Espagne sera donné dimanche à 15 h. Un mot également sur un autre Leclerc, Arthur, qui lui était de retour sur les circuits aujourd'hui.
Oui, il s'agit de la première manche pour la saison de Formule 3 FIA. Au programme pour Arthur Leclerc, ce week-end, 2 courses sprint le samedi avec inversion des grilles de départ pour le top 12 et une course le dimanche. Après des essais en Autriche et en Espagne qui se sont bien passés pour le jeune monégasque, il ne cache pas qu'il y a encore du travail et de l'apprentissage pour cette première saison. À présent, en tant que pilote en championnat F3 FIA, son calendrier est calqué sur celui des Formule 1. Le plus jeune de la famille Leclerc se rapproche donc de la catégorie reine. Et dans un tout autre domaine, Alexandra, nous connaissons les dates de la prochaine édition du Monaco Energy Bot Challenge. Oui, Émilie, il faudra patienter jusqu'à cet été, mais le Monaco Energy Bot Challenge sera bien de retour dans les eaux monégasques. Du 6 au 10 juillet, 31 équipes et 24 universités ont déjà confirmé leur présence. Cette année encore, les participants pourront s'inscrire dans 3 catégories, la Solar Class, l'Open Sea et l'Energy Class. En fin du football, l'AS Monaco se déplace à Reims dimanche pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Oui, Émilie, après la défaite face à Lyon le week-end dernier, la rencontre de dimanche sur la pelouse de Reims sera déterminante pour les Monégasques afin de conserver leur place sur le podium. On écoute Ben Yedder avant ce déplacement en Champagne. C'était une défaite, mais on est déjà concentré pour le match de Reims dimanche et on était bien cette semaine pour être prêt pour ce match-là. On sait qu'on est toujours devant, donc voilà, ça va être. Il n'y a pas de calcul à faire. Donc si on gagne nos 3 matchs, on est assuré de rester 3e. Et déjà, le match contre Reims, c'est une équipe pas facile à jouer. C'est une équipe qui est dure, qui met de l'impact physiquement. On va devoir être au rendez-vous, on va devoir être présent. Et ça va être sur ces matchs-là qu'on aura besoin de faire le maximum tous ensemble pour pouvoir le gagner. Émilie, il faut noter l'absence de plusieurs joueurs pour la rencontre de dimanche. Sofiane Diop et Stevan Jovetic sont toujours en phase de réathlétisation et ne seront donc pas sur la feuille de match. Pas de certitude pour l'heure pour Alexander Golovin, mais Gelson Martins, lui, sera bien de retour. L'AS Monaco a donc son destin européen entre ses mains. Il reste 3 finales à disputer pour les Monégasques, 3 victoires à aller chercher pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont déjà fait une très belle deuxième partie de saison avec 44 points pris sur les 54 possibles. Nous avons voulu savoir ce soir l'avis, l'analyse d'un journaliste sportif pour nous expliquer cette belle dynamique de l'AS Monaco. Bonsoir Eric Huette. Bonsoir Émilie. On a l'impression d'avoir enfin retrouvé l'AS Monaco, hein. Oui, et c'était pas forcément gagné d'avance. Maintenant, il faut pas oublier qu'en début de saison, lorsque Niko Kovac est arrivé, il y avait pas mal d'incertitudes parce qu'il sortait d'une période un petit peu délicate avec le Bayern. Néanmoins, c'est quand même un grand nom. Il l'a prouvé d'ailleurs avec Munich puisqu'il avait remporté le doublé Coupe Championnat. Par la suite, évidemment, c'était un choix fort de Paul Mitchell, mais on s'est vite aperçu que c'était un super entraîneur, c'est un grand nom, c'est un international croate qui a eu 83 sélections. Et puis, il a, je pense qu'on en reparlera évidemment, mis pas mal de choses sur le plan tactique qui ont permis à Monaco d'effectuer une deuxième partie de saison canon. Ouais, les joueurs adhèrent totalement à son projet, hein. Oui, on a pu encore voir dernièrement chez nos confrères de l'équipe les paroles de Djibril Sidibé qui disait que le coach les avait transformés. C'est le cas également d'Aurélien Tchouaméni, de Youssouf Fofana. Comme par hasard, 2 joueurs qui rayonnent au milieu de terrain. Mais c'est vrai qu'il a su insuffler un état d'esprit conquérant. Il a aussi un style de jeu qui est basé sur la haute intensité. Donc les joueurs adhèrent à ce discours. Il avait dit que ça prendrait du temps, l'assimilation de nouvelles méthodes de travail. Ces méthodes à lui, eh bien, ça allait mettre 6 mois. Et on s'en rend compte, effectivement. Ça a mis 6 mois, mais c'est vrai que son style de jeu est parfait, pressing haut, projection rapide dès la récupération du ballon. Et puis surtout, voilà, tous les joueurs doivent défendre. Et on sent qu'il y a une vraie cohérence, une complicité énorme entre l'équipe et Niko Kovac. Oui, ça se voit beaucoup sur cette deuxième partie de saison. Les statistiques sont impressionnantes. 14 victoires en 18 rencontres, c'est énorme, hein. C'est énorme. Franchement, on ne pouvait pas s'imaginer pareil scénario notamment à Noël, parce que même si Monaco avait vécu un super mois de novembre, il y avait eu un essoufflement avec 3 défaites consécutives. Il y a eu le nul contre Saint-Etienne arraché juste avant la fin d'année. Et puis, il y a eu cette reconfiguration tactique au mois de janvier avec ce schéma asymétrique, ce schéma hybride qui permet donc
à Monaco d'être en 3-2-4-1 avec le ballon et en 4-4-2 sans le ballon. Tout le monde a adhéré vraiment à cette nouvelle disposition. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu une grande solidité défensive retrouvée par Monaco. Ça, c'était inconcevable durant la première partie de saison. Monaco encaissait beaucoup trop de buts pour un candidat, évidemment, à une place européenne. Et puis, il y a eu cette période de clean sheet, le fait aussi qu'un joueur comme Guillermo Maripán ait bien été relancé pour stabiliser la défense. C'est aussi la preuve que tout le monde, grâce à Niko Kovač, a sa chance. Il n'y a pas de privilèges pour les uns et les autres. On s'est aperçu que les statuts n'existaient pas. La preuve aussi avec Wissam Ben Yedder. Ouais. Alors, les espoirs de titre se sont probablement envolés, mais les Monégasques conservent toutes leurs chances pour décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Hein. C'est l'objectif d'ailleurs. C'est l'objectif. Maintenant, le calendrier de l'AS Monaco n'est pas simple. La chance pour les hommes de Niko Kovač, c'est qu'ils ont leur destin en main. Ils gagnent leurs 3 derniers matchs. Ils seront sur le podium. En plus, ils seront, j'imagine, supporters de Manchester United en finale de la Ligue Europa, puisque en cas de victoire des Red Devils, eh bien, cette 3e place chez nous en France serait directement qualificative pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais je trouve que ce calendrier est compliqué. Le fait d'avoir perdu ces 3 points contre Lyon eh bien, fait que Monaco a grillé un joker. Et ce joker, je pense qu'il aurait été nécessaire pour la dernière journée du championnat et ce déplacement à Lens. Donc nous verrons la 38e journée s'il faudra regretter ou pas les points laissés échapper dimanche dernier contre Lyon. Oui, c'est une fin de saison palpitante. Et puis il ne faut pas l'oublier, Eric, Monaco est toujours en lice en Coupe de France. Alors, je sais que je me mets à la place des supporters. Un titre, ça n'a pas de prix. Évidemment qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il y a le gâteau qui est prêt. Le gâteau, c'est la Coupe d'Europe. Monaco redevient européen, ça c'est une certitude. Et moi, je mettrais 2 cerises sur le gâteau. La première, c'est de finir sur le podium. Et la deuxième, c'est de remporter 30 ans après la Coupe de France. La dernière, c'était donc contre l'Olympique de Marseille en 1991. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il pourrait y avoir un alignement des planètes parce que Niko Kovač, lorsqu'il entraînait Francfort, a permis à Francfort de gagner la Coupe d'Allemagne en 2018 face au Bayern Munich, son futur club. Et ça faisait 30 ans que Francfort n'avait pas gagné la Coupe d'Allemagne. On va voir si eh bien, les choses se reproduisent avec Monaco après. Alors là, c'est votre parole d'expert, mais vous ne l'avez jamais caché, Eric. Vous êtes un passionné de l'AS Monaco, le club de la Principauté, votre club de cœur depuis de nombreuses années. Hein. Oui, ça dure depuis plus de 40 ans. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour cette équipe, pour ce club, de par son maillot, le maillot rouge et blanc, cette diagonale que l'on doit à la princesse Grâce de Monaco. Et voilà, ce maillot, je l'ai adoré quand j'étais môme, donc c'est pour ça que je suis devenu supporter de Monaco et je ne le regrette absolument pas. Eh bien, merci beaucoup, Eric, de nous avoir fait partager votre regard et votre passion pour l'AS Monaco ce soir. Merci infiniment. Avec grand plaisir, Émilie. Et pour refermer cette page sport, parlons basket. La Roca Team reçoit Gravelines dimanche à 17h en Jeep Elite à la salle Gaston Médecin. Nous avons assisté à l'entraînement des joueurs de Zvezdan Mitrovic à quelques heures de cette rencontre. Regardez. La Roca Team de retour sur les parquets. Après avoir été sacrés champions d'Europe, les Monégasques ont rendez-vous avec la Jeep Elite dimanche avec la réception de Gravelines. Monaco figure à la première place du classement. Le BCM, lui, vient tout juste de se séparer de son coach Serge Crèvecoeur. Il a été remplacé par J.D. Jackson, passé par Le Mans et Lasvel. Cela sera donc son premier match à la tête du BCM. C'est un autre match de Jeep Elite encore qu'on connaît déjà avec des équipes qu'il faut prendre au sérieux, sinon on se fait avoir. Quoi. Et Gravelines compte une seule victoire de plus que le premier relégable. Autant dire qu'il joue sa survie en Jeep Elite. 2 ambitions différentes pour un match forcément intense. Ce qui est bien, c'est qu'on a une profondeur de banc qui nous permet de pouvoir avoir beaucoup de rotation. Donc c'est le plus qu'on a d'être à Monaco. On a déjà passé le cap Eurocup, ce qui est bien, et maintenant on essaie de se concentrer sur la Jeep Elite. Et oui, car il y a encore un titre à aller chercher, celui de champion de France, avec un match tous les 2-3 jours jusqu'à la fin du mois de mai. Les Monégasques vont devoir tenir la cadence pour atteindre leur objectif.
Et voilà pour cette page sport. Donc parlons de toute autre chose à présent. Ce samedi 8 mai correspond à la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une journée qui a encore plus de sens depuis le début de la pandémie, tant par le travail extraordinaire réalisé par le mouvement dans le monde. Cette journée est l'opportunité pour nous d'échanger avec le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Il est interrogé par Fabien Bonilla. Frédéric Platini, bonsoir. Et bonsoir. Émilie Rousseau vient de le dire à l'instant, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que représente cette journée pour vous, pour la Croix-Rouge monégasque? C'est une journée toujours particulière, la journée de la Croix-Rouge. Cette année, le slogan, c'est « Ensemble, nous sommes inarrêtables ». Je pense que le mouvement l'a prouvé pendant le Covid et la Croix-Rouge monégasque y a participé, je dirais, à son niveau. Que faites-vous pour commémorer cette journée? Normalement, on a la braderie qui est organisée pendant ces célébrations, mais avec encore les restrictions sur la partie publique. On a décidé de s'adapter et à partir de lundi, on va lancer une braderie online. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir acheter, par exemple, des produits qui viennent de la Croix-Rouge? Alors, vous allez avoir toutes les informations sur le site de la Croix-Rouge et on va mettre juste une centaine d'articles en ligne. Parce que sinon, ça serait assez costaud à organiser. Et après, on estime que vers octobre-novembre, on pourra organiser une réelle braderie au chapiteau, parce qu'on a reçu beaucoup de dons, beaucoup de legs, et on aimerait bien organiser une belle braderie comme on sait faire toutes les années. Une journée pour rendre hommage à ce mouvement international, l'occasion pour nous de faire le bilan des actions de la Croix-Rouge monégasque. Vous n'avez pas chômé cette année, hein, j'imagine? Non, on n'a pas chômé, vous nous avez suivis. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu pour venir en soutien à la population monégasque, aux gens qui ont été affectés et travailler la main dans la main avec les autorités monégasques. Le mouvement en lui-même a été très actif sur la Croix-Rouge. Si je regarde nos collègues transalpins, ils avaient aussi la gestion des ambulances. À Monaco, c'est les pompiers. Mais donc chacun, à sa manière, a apporté sa pierre à l'édifice et je pense qu'on a fait le mieux qu'on pouvait faire, effectivement. Une année, vous avez été particulièrement tourné vers le local. Il y a eu beaucoup de sollicitations. Oui, il y a eu beaucoup de sollicitations. On a surtout su être réactif à la Croix-Rouge. Alors, il y a des activités qui ont continué. On a arrêté la crèche-garderie pendant à peu près 2 mois, mais sinon, tout le reste du temps, les équipes dirigeantes de la garderie ont pu maintenir le service opérationnel et ce n'était pas un moindre effort. Nos bénévoles ont été sur tous les fronts, mais si je regarde par exemple les manifestations, elles se sont pratiquement arrêtées. Le salon d'honneur de la Croix-Rouge monégasque n'a pas été utilisé, sauf par des enfants qui sont en difficulté scolaire. Donc on a su à tous les étages se renouveler, s'adapter et continuer à être actifs dans une période vraiment particulière. Où en est-on des vallées sinistrées et de l'aide apportée? Au niveau de la Croix-Rouge monégasque, on a récolté à peu près 500 000 € pour venir en aide sur les vallées. On s'est vraiment focalisé sur l'aide sociale, ça veut dire les personnes en difficulté dans les vallées. On est en train de regarder avec la Croix-Rouge française et avec nos partenaires aussi des projets potentiels de reconstruction. Comment gère-t-on l'international cette fois en pleine crise sanitaire? C'est complexe? Oui, c'est complexe. Vous connaissez nos projets en Afrique et notamment le projet de Lumbila qui est emblématique pour la Croix-Rouge monégasque. Ça a été complexe pour nos équipes de se déplacer, mais on l'a fait. Nos centres, qui étaient un centre plutôt hôtelier, vous le savez, a été un centre d'accueil pour les populations du Burkina atteintes du Covid. Et le centre, finalement, a rempli une mission qui ne lui était pas dévolue à l'origine, mais qui finalement reflète bien les valeurs de la Croix-Rouge. Depuis plus d'1 an maintenant, la crise sanitaire a changé votre mode de travail. Vous en parliez là au Burkina Faso, à Monaco aussi, j'imagine, et ça a dû changer aussi vos missions? À Monaco aussi, on est sorti des maisons de retraite, on espérait y revenir rapidement. Au niveau des événements sportifs, il y a quand même eu un ralentissement. Sans spectateurs, ça nous a permis de libérer, je dirais, des secouristes et des infirmières pour d'autres missions et aussi, je dirais, remplir notre part de mission sur les aspects Covid. Le IPRI vient d'avoir lieu et prochainement le Grand Prix de F1 le 23 mai. Là aussi, la Croix-Rouge monégasque est largement sollicitée. Quelles y sont vos missions pendant ces Grands Prix, ces courses automobiles? Alors, on travaille bien évidemment avec les sapeurs-pompiers de Monaco, avec l'ACM, avec toutes les autorités monégasques. Notre mission, elle est plus sur les parties premiers secours, sur le bord de piste et sur les spectateurs. Alors, on a pu réduire les effectifs. Mais le côté positif du Grand Prix historique et aussi du IPRI qui vient d'avoir lieu, c'est que ça nous a permis
de revoir des secouristes de nationalités différentes. On a des Allemands qui sont venus, on a les Italiens qui sont là, on a nos amis français qui sont aussi là et nos amis belges aussi qui sont venus. Donc ça nous permet de renouer des liens au niveau de l'ensemble des sociétés nationales. Le gala de la Croix-Rouge, j'aimerais qu'on parle de ce gala. C'est une manifestation importante pour les finances, pour le fonctionnement de la Croix-Rouge monégasque. La dernière en date, c'était en juillet 2019. C'est un gros manque, que ce soit en termes de notoriété et financièrement. Oui, ça fait un petit trou dans les caisses de la Croix-Rouge, mais je voudrais souligner aussi la fidélité de nos donateurs. Cette année, pendant l'année, je dirais en 2020, on a reçu plus de dons qu'on n'avait jamais reçus. Donc, au final, on est arrivé à équilibrer les comptes de la Croix-Rouge parce que des donateurs se sont montrés, je dirais, à notre écoute et ont compensé l'ensemble des dépenses qui ont été faites pendant le Covid pour achat de matériel et pour d'autres dépenses que la Croix-Rouge a soutenues. Mais on réfléchit en ce moment à l'organisation d'un événement sous un format peut-être un peu différent que celui normaux, je dirais, pour la Croix-Rouge pour 2021. On y travaille, on espère qu'en juillet, on pourra célébrer quelque chose ensemble. Frédéric Platini, merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand merci. Initier les élèves de Monaco au 9e art, c'est là tout l'objectif de l'atelier Le Bestiaire dessiné proposé par Oriane Lassus. La dessinatrice intervient dans différentes écoles de la Principauté depuis fin avril. Juliette Rappert a assisté à une de ses interventions. Voyez son reportage. 6 classes de CM1 ont été initiées à la bande dessinée. Du scénario à l'écriture, en passant par le dessin, ces classes de différentes écoles ont pu travailler ensemble autour de plusieurs ateliers. C'est 3 séances de travail effectivement auprès des élèves afin de réaliser un bestiaire dessiné. Un travail d'abord dans un premier temps de cadavre exquis et ensuite de description du personnage qui a été inventé par plusieurs mains, plusieurs esprits d'enfants qui enfin, comme c'est le cas aujourd'hui, sont réalisés en 6 cases de bande dessinée. Donc la première fois, je leur ai fait créer des personnages de manière aléatoire en mélangeant des animaux qu'ils avaient choisis. La deuxième fois, j'ai redistribué ces animaux entre toutes les classes avec lesquelles j'ai travaillé et je leur ai fait inventer une sorte de fiche scientifique autour de ces animaux, donc essayer de déterminer quelles seraient leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils vivent, etc. Et à partir de ces fiches, ils ont dû écrire une petite histoire en utilisant donc, les caractéristiques des animaux. Et donc aujourd'hui, cette histoire, elle est adaptée en bande dessinée. Un atelier où les enfants ont pu s'amuser avec leur imagination et créer des animaux fantastiques tels que le chatili, le élupumou ou encore le tiquin. J'ai eu ce nom d'idée parce qu'il avait un haut de corps qui ressemblait à un tigre et une queue de requin. Du coup, j'ai essayé de prendre des syllabes des 2 mots et de faire un nom pour lui trouver un nom. Et du coup, j'ai pris ti de tigre et quin de requin. La restitution de cette résidence se fera par une publication de 280 pages tirée en 400 exemplaires qui regroupera l'ensemble des productions des 134 élèves avec une fiche descriptive d'un côté et la planche de bande dessinée de l'autre. Voilà pour cet atelier proposé par le NMNM dans le cadre de l'exposition Marginalia. On retrouve Alexandra Pani pour le reste de l'actualité. Où en est la campagne vaccinale à Monaco, Alexandra ? 36,33% des résidents monégasques ont reçu leur première injection de vaccin Émilie, ce qui représente 13 934 personnes. 12 003 personnes ont-elles reçu également le rappel, des chiffres arrêtés au jeudi soir. Je vous rappelle justement que la vaccination est ouverte actuellement aux personnes âgées de 45 ans et plus. Monaco Tech a signé un accord de partenariat avec un incubateur lillois. C'est à l'occasion du forum Ever que le directeur de Monaco Tech, Lionel Galfrey, a annoncé en présence du représentant de l'IMT, Dominique Gatto, la signature d'un protocole d'accord de collaboration entre l'incubateur monégasque et la PUI IMT Lille-Douai. Un accord qui vise à développer la création et l'accompagnement d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance dans les domaines notamment de la green et la clean tech.
Et puis 2 rendez-vous à suivre sur notre antenne dimanche. Effectivement, Émilie, de quoi occuper votre fin de journée dimanche. On commencera dès 18 h avec un nouveau numéro de l'émission parlementaire Untra Noi. Avant la prochaine séance législative de lundi, qui sera diffusée en direct sur notre antenne, Christine Datomel a rencontré le président du Conseil national et revient avec lui sur l'actualité parlementaire. Puis à 19 h, vous retrouverez Yann-Anthony Nogues avec le magazine 19 h dimanche. Je vous en parlais un peu plus tôt, l'invité de ce numéro est Arthur Leclerc. C'est noté, merci Alexandra. On vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Mais avant cela, place à notre rendez-vous du samedi, le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Sur quel livre s'est porté le choix de Céline Sabine cette semaine? La réponse dans la chronique littéraire. Avec Monsieur Romain Gary, Kerwin Spear nous livre en détail les 4 années que le futur auteur de La Promesse de l'Aube a passé à Los Angeles au poste de consul général de France. L'ancien compagnon de la Libération, demeuré fidèle à De Gaulle, poursuit en effet une carrière diplomatique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il est nommé en Californie en 1956, les origines slaves de Romain Gary sont volontairement omises de sa notice biographique officielle. En pleine guerre froide et chasse aux sorcières en Amérique, il ne fait pas bon être né de l'autre côté du rideau de fer. Pour écrire cette biographie romancée, Kerwin Spear a fait un travail de documentation remarquable. Il a en effet dépouillé des archives diplomatiques qui confirment que Romain Gary avait un sens aigu de l'observation et de l'analyse. Ses discours, ses interviews télévisées font sensation. Il devient en quelque sorte la star des diplomates, côtoyant les plus grandes vedettes hollywoodiennes. Le biographe s'est également rendu à Los Angeles sur les pas de l'écrivain et a rencontré celle qui fut sa secrétaire, Odette. Grâce à ce témoignage, se dessine le portrait d'un homme simple, généreux, attachant et surtout plein d'humour. Mais il confirme aussi le caractère décisif de ces années américaines qui marquent un tournant dans la vie et la carrière de Gary. Il est de moins en moins diplomate et de plus en plus écrivain. C'est en effet dans son bureau du consulat qu'il achève Les Racines du ciel, écrit ses futurs chefs-d'œuvre et entretient avec Camus et Malraux une correspondance dont le contenu est révélé dans cet ouvrage. Le tour de force de ce livre, c'est l'habileté avec laquelle la fiction s'immisce dans le récit pour redonner vie à ces années de diplomatie américaine qui ont vu naître la légende Romain Gary. Un coup d'œil sur la météo avant de nous quitter. Quel temps est prévu pour la fin du week-end, Alexandra? Émilie, nous aurons une journée très agréable dimanche, malgré la présence de quelques passages nuageux. Le thermomètre gagnera quelques degrés, il fera 21 degrés au plus chaud de la journée. Et n'oubliez pas de fêter les Pacômes demain. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. On referme ce journal avec les photos de Michael Alesi qui revient sur l'événement de la journée, le e-prix de Monaco et la victoire d'Antonio Félix da Costa. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.